Bonjour, aujourd'hui nous recevons Yves Rivière. L'architecte du désordre. Voilà. Écoutez, je suis bien. Attendez, Pardon. Oui, oui, d'accord, je prie de m'excuser. donc soyez le bienvenu. Nous vous recevons dans le cadre là, des entretiens toutes les semaines publiés le mardi par La Glorieuse depuis 6 ans. Voilà. Alors, le contexte, vous êtes un architecte avec une vie très remplie. Alors j'ai pu lire dans votre, pas dans votre fiche Wikipédia, mais dans un article qu'on a fait sur vous, il y a marqué architecte, urbaniste, conférencier. Yves Rivière combine en lui le regard d'un humaniste et d'un citoyen planétaire. Vous aimez cette définition? Oui, en plus, c'est Louis Porquet, qui est un très bon copain à moi, qui a fait ça, qui me connaît bien, qui est un journaliste, un type assez connu, qui a eu d'ailleurs un prix à l'Académie française, vraiment très proche de moi, pendant plusieurs années, qui a travaillé dans un journal littéraire et intellectuel, donc ça me plaît beaucoup, qu'il parle comme ça de ma personne, parce que c'est vrai que les architectes sont des gens plutôt carrés, qui sont plutôt dans les travaux et autres, et c'est pas toujours la finesse, et je suis content qu'il ait abordé ce sujet de la douceur, de la finesse, de la qualité, de la créativité. Voilà. Bon, alors je vais faire un patchwork de votre vie. Vous avez 80 ans, vous êtes lozérien de Mende, vous êtes un homme libre de parole, éclectique, comme on aime à La Glorieuse. Alors, de 1988 à 2000, vous visiez au Brésil. En 70, vous avez été le précurseur des maisons Castor, ces maisons à moins de 30% qui n'étaient pas faites par des promoteurs. À 30 ans, vous avez pris un billet d'avion et vous êtes allé voir Pouillon à Alger, qui vous a un peu expliqué, deux fois, qui vous a expliqué l'architecture. Donc vous avez passé des concours d'architecture dans tout le monde, l'Opéra de Tokyo, l'Opéra de la Bastille, les Halles de Paris. Vous êtes aussi connu comme un archi-climatique. Vous avez fait l'aménagement des bords de Seine à Rouen. Vous étiez en conflit avec notre star montpelliéraine, Beaufil. Vous disiez à l'époque, son préfabriqué ne m'intéresse pas. Vous avez écrit un bouquin, donc, ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'architecture du désordre avec Wolinski qui l'a illustré. Votre période au Brésil, vous avez rénové les favelas, on vous appelait le roi de la favela. Dans les histoires un peu cocasses, vous avez été exfiltré de Roumanie par les services français après avoir critiqué l'architecture de Ceausescu, qui a détruit le vieux Bucarest pour construire un super Antigone. Et voilà. Et puis quand vous êtes rentré en France, vous aviez envie un peu de batailler, et donc vous êtes rentré, vous êtes aujourd'hui sur un conflit avec la grande surface qui s'est installée à l'entrée de Mende et qui a tué tous les commerces de centre-ville, presque tous, et son maire qui a accordé une surface supplémentaire en passant l'extension de la grande surface de 2800 mètres à 10 000 mètres carrés. Alors, je continue. Vous venez d'installer un café littéraire à côté de la gare. Et vous, je m'ennuie. Vous m'ennuyez à côté de la gare de Montpellier. Hein. Oui, 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 donc c'est à peu près juste à côté du temple rue Maglone. Pour conclure, ensuite je vous laisse parler. Vous dites la vie c'est les amis, il ne faut pas être trop agressif, mais il faut défendre son beefsteak. Tout à fait d'accord. Mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette présentation succincte? Moi, je souscris totalement. C'est tout à fait ce que je suis, ce que je représente. Et oui, d'accord. Puis je suis quand même très heureux d'avoir fait ça parce que c'est un espace de liberté, quoi. J'ai évolué dans un espace de liberté. Voilà. Alors, l'architecture n'est pas trop contrainte aujourd'hui? Vous dites que c'est un espace de liberté, mais où sont les espaces de liberté? Ah non, moi j'ai évolué dans un espace de liberté, mais je ne dis pas que les autres architectes évoluent dans des espaces de liberté, parce que pour évoluer dans un espace de liberté, encore faut-il pouvoir maîtriser la situation, c'est-à-dire les financements. Moi j'ai résolu les financements, quand je dessinais un projet, je le construisais. Mais les architectes, ils ont un promoteur qui leur dit ça c'est trop cher, tu le rabotes, et ceci, cela. Donc, il n'y a pas d'espace de liberté en architecture, et on va le démontrer tout à l'heure. Donc, avant de passer aux questions, la une du numéro 1043 de La Glorieuse, donc le stade Nicolin, du rêve au cauchemar. Pour Alain Hérault, l'opposant au stade, Nicolin n'a pas su convaincre la Caisse des dépôts sur la rentabilité du projet.
On revient sur la librairie Sorams, qui appartient à un de vos confrères. C'est un scandale. Et c'est la fin du chapitre. C'est un scandale. Ensuite, un article sur la crèche du Cress, qui était public et qui a été vendu à une multinationale, Family First, mais les employés ensuite. Incompétence. Voilà, et le remaniement, donc quel changement à attendre pour les élus du 34? Ben, ça promet pas, parce que c'est pas bien parti. Et enfin, la rubrique Ils sont d'ici, on revient sur l'histoire passionnante d'un préfet juste après l'Empire, le premier Empire, Joseph Victor Aubernon, préfet d'Hérault. On raconte sa vie. Intéressant. Voilà, donc Yves, je peux vous appeler Oui, Yves? oui. Est-ce que les concours d'architecture sont-ils pipés? J'en sais rien. Moi, j'ai fait des concours d'architecture pour le plaisir. Je gagnais, j'étais content. Je ne gagnais pas, j'étais content. De toute façon, c'était bien. On en parlait, on publiait. C'était un moyen de promouvoir l'architecture. Je m'en foutais. J'en ai gagné quelques-uns, ça va. Vous en avez perdu beaucoup? Oui, beaucoup plus. 10 fois plus que ce que j'ai gagné. Mais ça suffisait de Ben, faire moi, votre bonne fortune? Oui, parce que j'avais beaucoup d'étudiants en architecture qui se battaient pour être dans mes agences. J'avais 5 agences et ils voulaient tous venir travailler parce qu'ils voyaient bien le produit que je sortais, comment ça se passait. Et c'était quand même intéressant, quoi. Donc, j'avais pas de problème de main-d'œuvre. Donc vous êtes d'ici, vous Demande. vous êtes d'ici, vous auriez pu travailler sur Montpellier. J'ai travaillé sur Montpellier, j'ai fait un projet que j'ai présenté à l'adjoint d'ailleurs. Racontez-nous votre rencontre avec Frêche et Dugrand. Voilà, Dugrand. Alors Frêche, je le rencontre, il est élu, et comme sa première femme est amie avec la femme d'un de mes associés sur Nîmes, puisque j'étais dans la restructuration de la zone sup de Nîmes, là, ces espèces d'ensemble, j'étais en train de les travailler. D'ailleurs, le projet, je l'ai amené, mais voilà, tiens, il est là. Voilà, avant et après. D'accord. Donc c'était pour animer avec des commerces au rez-de-chaussée. C'est-à-dire que cette grande ZUP... Voilà, je fais de la publicité pour nos confrères. Voilà, alors cette grande ZUP qui était un gros machin, on faisait des trous partout, on mettait des jardins, ça voyageait, c'était un paysage, et puis on mettait des commerces au rez-de-chaussée, on animait, c'était la moindre des choses. Donc ça s'est pas fait, mais ça m'a fait beaucoup de bien d'étudier ce projet. Et Michel Serres, avec Occitane, l'université Occitane, était avec nous. On a beaucoup travaillé avec à la presse, Le Monde, tout, on fait pas mal de journaux. Et ils étaient un peu interloqués, ils me disaient est-ce que ça pourrait se faire? Mais j'ai dit oui, ça pourrait se faire, bien sûr, simplement il faut y croire. Moi j'ai créé au niveau de l'architecture, après les financements c'était autre chose. Donc je me pointe avec mes amis associés qui avaient fait ça avec moi. Ça s'appelait l'architecture participative, c'est-à-dire qu'on réunissait les futurs habitants, on tournait des films, on les sensibilisait, on essayait d'avoir des subsides, des financements, très bien. Et puis donc on est allé jusque-là. Ceci dit, ensuite, il y a un gars qui s'appelle Beaufil qui arrive, qui connaît bien Frêche. Frêche est élu entre-temps. Et là, moi, j'étais en relation avec ce fameux adjoint là, que vous avez cité tout à l'heure. Dugrand. Dugrand. Et il me regarde et il me dit Rivière, bon, d'accord, j'ai vu, c'est bien. J'avais quand même fait un plan de masse, j'avais fait une étude avec mes copains, on avait fait un truc sympa. Il m'a dit oui, mais quand même, il faudrait d'abord passer par le bureau Urba Conseil. Vous savez ce que c'est Urba Conseil? Urba Conseil, ça veut dire qu'il faut donner peut-être 10 ou 12% de ses honoraires à Urba Conseil. Donc il y a des gens qui sont allés au Parti Socialiste en prison pour ça. Alors moi j'ai dit écoutez, quand même, on va pas tomber là-dedans, parce que j'étais un mec quand même assez... ça me plaisait pas trop, toutes ces magouilles. Et donc, comme j'ai été réfractaire et négatif, que j'étais pas d'accord pour cracher dans les pompes du PS à l'époque, ben voilà, on m'a... Mais Frêche, il vous a jamais demandé ça, si? Non, c'est pas Frêche qui l'a demandé, c'est Ducrand. D'accord. Voilà. Alors, c'est-à-dire que vous étiez mal barré parce que, bon, il y avait Beaufil qui était dans le match, là, et puis vous avez dit, vous avez déclaré son préfabriqué ne m'intéresse pas. Ah oui, c'est ça, je trouvais ça minable. Je trouvais que de faire... je trouve franchement que de faire du préfabriqué comme ça et de faire laisser penser aux gens qu'ils sont de nouveau à l'époque classique, avec l'ordonnancement grec ou romain, faire des copies de bouts de romains et des trucs avec du béton armé collé, ça me fait penser à du mécano, moi, vous voyez.
Donc j'étais offusqué. C'est pour ça que quand Beaufil a fait son chantier de Paris, j'ai réuni les associations de Paris, j'ai fait des conférences de presse, il y a eu à peu près 70 articles, et je leur dis que c'était une architecture minable et merdique, et Chirac m'a suivi, très étonnamment, et il les a virés. Ah oui, pourtant ils ont fait quand même un quartier dans Paris Oui, ils en qui ont fait ressemble un un, peu à mais ils n'ont pas Antigone. fait les Halles de Paris, parce que les Halles de Paris, c'était le Oui. cœur de Paris. Ah, parce qu'au départ, il était sur le dossier d'Al de Paris. Oui, c'était l'aile de Paris. Il avait quand même monté une espèce d'énorme blocos. Et je me souviens, on a fait des articles, notamment dans Libération, et dans Le Point, dans Le Monde, et le Nouvel Obs, bien sûr, je les ai là. Et il a été balayé, quoi. Ça a été fini. Bon, l'architecture d'Antigone, est-ce qu'on peut en revenir? Oui, 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 vraiment. Il faut démolir tout, et puis reconstruire. C'est très simple. D'ailleurs, en parlant de l'architecture, est-ce que j'aborde ce sujet de ces petites colorettes là, de comment on appelle ces petits bâtiments avec des espèces de trucs qui vont dans tous les sens là? Vous voyez ce que je veux dire? Les bâtiments qui sont au bord de l'eau là, il y a un immeuble hors de l'eau là Parler de l'Arbre Blanc? Oui, Ah oui, mais justement, c'était ma prochaine question. ouais, d'accord. Et aujourd'hui, à Montpellier, on fait des folies. Oui, voilà. Alors, on fait des constructions un petit peu déstructurées. Voilà. Alors, si Ça vous, rejoint un petit peu ce que vous faites, vous. Pas du tout, non. Moi, les Folies du Roi, c'était pas mon truc. Moi, je mettais de la conviction, je faisais mes financements, j'organisais tranquillement, je demandais rien à personne. C'était pas des folies chères ou pas chères, mais simplement, je passais pour des prix sociaux assez bas. Mais ces folies-là dont on parle, notamment, il y a une folie à Montpellier qui est un immeuble avec des petites colorettes de chaque côté. Oui, oui, c'est l'Arbre Blanc, c'est l'Arbre Et Blanc. on dirait que ce sont des assiettes, des passe-plats. D'accord. C'est pas de l'architecture, ça, c'est du bricolage. Parce que vous prenez un immeuble, il est vertical comme ça, il est rectangulaire. C'est un immeuble rectangulaire. Vous y mettez quelques petites assiettes rectangulaires tout autour qu'on appelle terrasse, et vous avez l'impression que c'est une œuvre d'art. Pour certains, l'impression. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus quelconque que ça. Il n'y a, il y a rien du Parce tout, que il n'y a pas d'études, il n'y a pas de structure, il n'y a rien, on n'a pas étudié quoi que ce soit. C'est systématique, c'est mécanique. Parce que votre bouquin, c'était l'architecture du désordre. Dans Oui. cette espèce d'arbre blanc, on peut voir une certaine... Et oui, mais le problème de l'arbre blanc, vous devez dire quelque chose de très fort. Il est ordonné, il n'est pas désordonné. Il est systématique. D'accord. Encore ici, ils en avaient... C'est pas le vrai désordre. C'est pas le vrai désordre, parce que si encore ils avaient enlevé une terrasse sur 2 ou sur 3 de temps en temps, s'ils avaient laissé un peu de rêve, on aurait pu faire quelque chose. Moi, je le connais, cet immeuble. J'ai des amis, en fait, des amis, des copains qui ont un immeuble, un appart là-dedans. Mais c'est pas de la créativité, c'est n'importe quoi. On fait un bloc et systématiquement, tchac, tchac, on met des sortes d'assiettes carrées là, qui font terrasse. D'ailleurs, je vous dirais franchement que quand je passe, je vois rarement des gens sur les terrasses parce que je pense qu'avec la résonance, c'est très bruyant. Je me trompe peut-être, mais c'est pas sûr. Avec la réverbération, peut-être. Oui, et la chaleur aussi. À Montpellier, il y a de la chaleur. Alors je vois mal. D'ailleurs, je vois pas tellement d'arbres là-dessus. Est-ce qu'il y a des pare-soleil? J'en sais rien. Écoutez, franchement, je dirais à ce dossier, je dirais peut mieux faire. Voilà. Donc vous avez travaillé dans la mouvance des maires socialistes. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, puisque j'étais. À part Chirac. Ouais, oui, à part Chirac. Oui. Mais j'étais. Comment il s'appelait le gars où il y a eu le congrès de socialistes avant l'élection de Mitterrand. Épinay. Oui, à Épinay, oui. Et j'ai fait un projet de sculpture architecture à Épinay, assez connu d'ailleurs. Et alors, comment vous expliquez que vous n'avez pas pu travailler à Montpellier? D'abord, vous savez, quand vous sentez qu'il n'y a pas des affinités, moi je suis un type comme ça marche. Je suis arrivé dans les favelas, on me disait qu'on tuait tout le monde, on ne m'a pas tué, on m'a rien fait, j'étais bien, je suis allé dans les favelas, j'étais comme un poisson dans l'eau. Peut-être que je suis un peu différent, un peu irrécupérable, et donc il faut quand même que je sois bien, il faut que je sois dans un milieu naturel qui me plaise. Or, dans ce cas précis dont on parle, je n'ai pas senti ça. Alors, parlez-nous de votre architecture dans les favelas. Vous avez fait quoi? Et dans les favelas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des réparations. Et on prenait de l'habitat ancien, on récupérait, puis on faisait. J'ai beaucoup d'articles là-dessus, portugais ou brésiliens, et avec des photos de ce que j'ai fait. D'abord, j'avais un sentiment qui pour moi était important. C'était qu'on m'avait dit qu'on avait peur et tout. J'ai commencé à parler portugais, j'allais dans les favelas, j'étais sympa avec les gens, je leur parlais. Je sentais aucune menace, je me sentais rien du tout. Les gens s'habituaient à me voir parce que j'allais souvent. J'ai fait des expos de peinture et tout. J'ai organisé des expos comme j'étais là-bas pour l'Alliance française.
Je m'occupais de ça, j'aidais à vendre leurs tableaux, ils ramassaient un peu de fric, ils étaient contents, quoi. J'organisais même des expositions. Et voilà, quoi. Au niveau des favelas, je me sentais bien et je travaillais comme ça avec eux et eux, ils récupéraient. Je n'ai jamais eu d'impression qu'on allait me tuer et tout. Et les gars qui distribuaient du shit, ils n'en avaient rien à foutre de moi ni de quoi que ce soit. Ça, c'est un peu des salades. Mais évidemment, les élus disent oui, vous voyez, vous êtes en sécurité avec nous, on envoie notre police et tout. En définitive, les Brésiliens sont des gens tout à fait Vous avez fait normaux. quoi dans les favelas? Vous avez reconstruit les maisons? J'ai restructuré beaucoup de maisons, oui. D'accord. Vous voyez, des Parce que les habitants. maisons sont comment ça s'appelle? De Ben, briques et c'est-à-dire de que broc. dès qu'il pleut, ces maisons sont fragiles, elles sont en carton ou en bois léger ou avec des D'accord. feuillages. Avec Beaucoup des feuillages. Oui, mais du carton beaucoup. Alors il faut les aider, ils ne savent pas faire des fondations, ils font ça, ils posent directement des panneaux, ça tombe. Il y a souvent des écoulements d'eau. Ce que j'ai beaucoup étudié avec vous, c'est les écoulements d'eau quand il pleuvait. Parce que dès qu'il pleut, pouf, ce sont les pluies tropicales et tout le monde est dans l'eau. Parfois, Ouais. il y a 1 mètre d'eau. Donc, il faut leur apprendre à se mettre dans les endroits où ça risque pas d'avoir l'eau et tout. Donc, ça, je l'ai fait. Et puis, j'ai fait beaucoup d'articles là-dessus. J'en ai d'ailleurs. Et j'ai pas préparé ça. Donc, à 30 ans, là, vous avez fait deux déplacements à Alger à la rencontre de Fernand Ah Pouillon, oui, qui est un c'était. architecte. Moi, je ne sais pas comment vous dire. Quand j'ai entendu parler de ce type qui était allé en prison parce qu'il avait fait des immeubles au point du jour pas cher, je me suis dit, mais il faudrait lui donner une médaille. Non, on lui file 3 ans de prison. Il s'évade, pour dire quand même que c'est un mec qui en a quelque part. Il s'évade et il est là, il s'en va en Algérie, il construit des trucs. Je vais voir ces trucs. C'était spectaculaire pour moi. J'étais un jeune étudiant en architecture, quoi encore, j'étais pas encore architecte sur la première fois. Et j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Il m'a très bien reçu à la Villa Les Arcades à Alger. Et j'ai visité ce qu'il a fait à Alger. Ça m'a beaucoup plu. Voilà. Donc c'est une architecture simple, qui était belle et qui tapait. Et en plus, son système de financement, il avait financé, et ce sont des préfets qui étaient à la retraite et qui avaient géré l'organisme qu'il avait créé, qui ont piqué le fric. Et lui, il était responsable, il est allé en prison. J'ai trouvé ça horrible, et finalement, il a été gracié par Pompidou, qui l'a nommé officier de la Légion d'honneur. Moi, je suis Et allé. le Corbusier, alors? À Le Corbusier, c'était un type que j'aimais beaucoup parce qu'il était très courageux, audacieux, et il m'a appris beaucoup au niveau des structures. Alors après, je me suis échappé de ça. J'ai été moins structuré, j'étais plus créatif et plus libre. Mais j'ai laissé, enfin, je veux dire, j'ai été très influencé par Le Corbusier. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de l'architecture à Montpellier? L'architecture de Montpellier, je vais être très clair avec vous. Nous avons des plages, elles sont très belles, touchons-y le moins possible et vivons avec ces plages parce que le reste, c'est pas terrible. Je dirais même que c'est un peu merdique. Non, le Les, centre-ville, ça va. Le centre-ville de la ville, ça va. le centre-ville, vous savez, quand on voit que c'est tellement dangereux pour une femme la nuit là-bas et tout, je me demande s'il fait vraiment bon vivre là. Il ferait mieux de prévoir des architectures un peu différentes, qui soient attractives, où on puisse voir, avec un peu des espaces verts. Il faut faire quelque chose. Les gens ont la trouille la nuit. Hein. Vous n'avez pas entendu parler, donc Si, ça Si, nous si. arrive d'en parler. Ouais, De ce quand qui se même, on ne passe peut pas la nuit. distinguer l'architecture de l'urbanisme. Parce que des gens habiter dans une maison au centre-ville de Montpellier, c'est bien comme ça. Mais si ça devient invivable, si on ne peut plus se garer, si on ne peut plus rien faire, comment ça se passe? Il faut réfléchir. Et Je- le centre-ville est dédié à la jeunesse et à la fête. Ça, c'est facile de dire ça, mais est-ce que c'est vrai, la fête et tout? Est-ce que de picoler, d'être ivre-mort sur le bord d'une petite rue et de se faire agresser par des Ben, dealers les et gens tout? pissent partout dans le centre-ville. Oui, mais moi je connais des villes où les gens pissent pas partout. Il y a quand même des villes qui sont sympathiques, ne serait-ce qu'en France ou ailleurs. Montpellier, c'est devenu une poubelle. Mais ça, la mairie, écoutez, mon centre littéraire, c'est quand même incroyable. On a envahi la rue Maguelone par des kebabs tout le long. Je crois qu'il y en a 6 ou 7. Voilà ce qu'est devenu Montpellier. Enfin, on bouffe mal, il n'y a pas grand-chose, ça devient compliqué. D'accord. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je ne sais pas. Alors ça, il y a un héritage quelque part. Il fallait y penser avant. Alors, Alors oui, les kebabs qui sont sur le... Alors bon, je rappelle, là, vous venez d'installer un café littéraire à côté du temple Maguelone. ouais, très sympa Et, de dire ce temps. et,
et donc vous pestez aussi sur tous les kebabs qui sont sur la... Vous dites qu'il y en a 7 ou 8 sur la rue Maguelone. Oui, alors d'abord, c'est pas des restaurants, il faut être clair, c'est dégueulasse, ça pue, faut le dire, hein. Je veux dire, je maintiens mes propos, car même comme un peu, c'est facile, on prend du... Je veux dire, c'est pas la bouffe à la française, quoi, où on fait des petits plats mijotés et tout, on peut quand même essayer de faire un effort. On n'est pas là uniquement pour bourrer l'estomac des gens, on est là aussi pour leur faire un plaisir, il faut que ce soit convivial. Bon, alors, pour parler de ces kebabs, d'abord, c'est pas l'image de la France. Il y a les kebabs, et puis il y a aussi un peu de la violence entre la gare et la place de la Comédie. C'est un peu lié tout ça. Si vous trouvez des havres de paix bien calmes, où vous puissiez vous détendre, discuter avec les gens, c'est quand même quelque chose. Là, on sent que c'est un peu léger. On arrive, on commande un kebab, on s'en va, on ne sait pas trop. Ça devient un peu compliqué. Ils donnent des terrasses à la mairie, on ne sait pas comment, dans quelles conditions. Voilà. Enfin, nous, devant notre immeuble, nous avons la terrasse d'un kebab, une grande terrasse. On ne comprend pas très bien pourquoi, devant notre immeuble, il y a une terrasse. Voilà. Voilà, je me suis adressé, j'ai porté plainte, 20 employés, 20 policiers sont venus, ils nous ont interviewés, ils ont des bénons et tout, voilà, c'est la mairie. Alors excusez-moi quand même, il y a un maire ici, il faut quand même qu'il regarde la situation, un maire socialiste en plus, j'ai été socialiste, j'ai été avec Fabius dans le même groupe, mais si c'est ça, j'étais à Rouen, j'étais très heureux, c'était propre, c'était impeccable, j'ai travaillé avec le Canuet, avec pas mal de maires. Mais là, franchement, ça devient dégueulasse, quoi. Il faut se méfier. Alors, vous allez nous parler de votre expérience en Roumanie, là. Qu'est-ce que vous faisiez en Roumanie? Alors, vous savez, d'abord, là, peu de temps avant, j'avais été invité par le MIT à Cambridge, Massachusetts Institute, donc pour présenter mes œuvres. J'en étais extrêmement fier parce que c'est quand même une entité architecturale. Le MIT, c'est le prestige, quoi. Alors, ça me faisait plaisir. Et donc, suite à ça, la question c'était... C'était, oui, si vous pouviez me raconter là, votre aventure en Roumanie. Voilà, alors dans la continuité de cette conférence, je suis invité par l'Alliance française à faire une conférence en Roumanie, le ministère de la Culture. Et donc j'arrive, Ceausescu est au pouvoir, c'est le dictateur de Roumanie, et là il y a Lazarescu, qui est le président de l'Ordre des architectes de l'Académie d'architecture, qui est Benoît de Lefebvre, et je présente mes diapos et tout. Et il y a un moment, je commence à parler du centre-ville de Bucarest, qui a été démoli à peu près, ils ont enlevé, cassé, enfin démoli un tiers des maisons, pour faire ce fameux palais de béton armé. Et là, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai dit, c'est une horreur. J'ai continué, il y a eu un silence gêné, etc. J'étais à la moitié de la conférence. Là-dessus, plaf, ils ont fait allumer la lumière, Lazarescu. Lazarescu, qui, disons-le bien, était un chef du Parti communiste qui était mal vu parce que son père n'avait pas été très actif avec Ceausescu au début, donc il devait se racheter et donc il devait être sévère. Donc il a été très sévère, il a éteint et ils m'ont éliminé. Donc le consul est venu, il m'a exfiltré avec des étudiants mais, qui m'ont amené. À la frontière. Ouais, mais là, on est parti dans les Maramouèches et j'ai visité discrètement les églises où je me suis terré pendant 10 jours parce que j'avais pas envie de revenir. Voilà. Alors, vous avez été connu aussi dans votre carrière pour l'archi-bioclimatique. Alors oui, alors ça c'est Brice Lalonde. Vous étiez copain avec Brice Lalonde. Oui, alors enfin copain, on n'était pas intime. Hein. J'étais au Nouvel Obs, chez moi. Depuis que j'avais cet article qui était passé dans le journal Le Soir à Bruxelles, où en première page on avait mis mon architecture, en disant que c'était, enfin voilà, à l'occasion du Grand Prix international d'architecture, il m'avait présenté mes œuvres, la façon de présenter, donc c'était vraiment bien. Et suite à ça... Et suite à ça? Oui. Oui, l'archi-bioclimatique. Alors suite à ça, Brice Lalonde est dans le Nouvel Obs. Il est dans ce journal et à l'intérieur du Nouvel Obs, il y a une petite ruelle qui mène dans un autre journal qui s'appelle Le Sauvage. Et là, lui, il est, si vous voulez, dans l'écologie. Alors, d'un côté, il y a l'Obs qui est assez pragmatique, quand même, et de l'autre, il y a Brice Lalonde. Et ça se développe, et moi, ça m'a intéressé. Donc, comme il était dans le bioclimatique et dans toutes ces maisons, j'ai travaillé avec lui, je m'y suis mis. Et donc, comme il avait un peu des entrées politiques, ça a marché. Alors là, vous voyez, on avait un exemple socialiste qui était intéressant.
Et après, donc j'avais contacté Jacques Lang. Alors par le Nouvel Ordre, j'avais son numéro direct. Il était toujours surpris quand je l'appelais. Qui c'est, Monsieur Rivière, architecte? Ah bon? Comment vous avez mon numéro? Je lui disais pas que c'est un Lobs qui m'avait donné son numéro privé, mais c'était très intéressant. Je pouvais le joindre. Et donc Jacques Lang, il m'aidait facilement pour avoir des éléments. Et d'ailleurs, Jacques Lang, quand je parlais avec lui, il me disait, même moi, il me disait, vous devriez être à l'UNEF, parce qu'il était à l'UNEF, c'était l'UNEF qui l'avait formé. D'ailleurs, je vois que le maire de Montpellier actuel, c'est l'UNEF, donc je vois très bien la mouvance. Comme j'étais à la cité universitaire d'Antony pendant 6 ou 7 ans, avec tous ces gens de l'UNEF et tout qui ont pris le pouvoir, les Jospin et compagnie, etc., que je connaissais, puisqu'ils étaient étudiants avec moi, ils bouffaient à la cafette, on était tous ensemble. Il n'empêche quand même que c'est devenu un lieu et un groupe. Pour l'instant, on ne sait pas trop oui, ce alors, qu'ils font. Ça pédale dans la choucroute, là. Oui. Et donc, je disais, l'archibioclimatique, là, vous avez fait quoi à Rouen? Et l'architecture climatique, c'est tout ça, quoi. C'est toute l'architecture solaire avec des capteurs solaires. Vous Voilà. avez mis en place ça à quelle époque? Ben, à l'époque de Jean-Claude Bourré. Jean-Claude Bourré, j'avais fait une expertise tout à fait par hasard en Lozère sur sa mère. Et elle me l'avait fait connaître. Et pour me remercier, il m'avait invité à dîner à Paris. Oh, j'avais oublié. Sa mère était institutrice. Et je l'avais oublié. Il m'avait dit bah, écoutez, il faut que vous veniez et tout. Je suis en plein parce qu'on avait parlé archi, solaire, tout. Et là, j'arrive chez lui, on place la croûte. Et après, il s'est mis dans le solaire. Donc, sur TF1, il m'appelait chaque fois et je lui faisais des C'était dessins. en quelle année ça? Dans les années 90? Oh non, bien avant. D'accord. C'était en 77. D'accord. C'était ma grande époque, moi. J'avais une impression de liberté totale, puisque... Voilà. L'architecture solaire, je vais essayer de vous montrer. J'ai fait une maison solaire juste en face du palais idéal du facteur Cheval, à Haute-Rive dans la Drôme. Ça, c'était solaire quelque part. Vous voyez, c'était des obliques avec des panneaux solaires. Très bien. Bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Et merci pour votre histoire de vie. Écoutez, en tout cas, moi je vous remercie parce que c'est très agréable. C'est quand même se voir, parler comme ça, c'est assez rare parce que dans les journaux, c'est un peu plat ce qui sortent. J'ai remarqué votre journal il y a déjà pas mal de temps. C'est un journal qui dit des choses qui m'intéressent et qui me plaisent. Quand je le lis, j'ai l'impression d'en retirer quelque chose. Et il y a beaucoup de journaux, c'est pas ça, quoi. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Merci, monsieur. Allez, au revoir.